Citoyens et citoyennes de ma ville natale de Zérékoré, je vous remercie pour cette grande et forte mobilisation. Je félicite la vice-présidente, le coordinateur, le fédéral, les conseillers et tous les militants qui ont eu le temps de venir nous écouter. Cette mobilisation est le signe de notre victoire. Zérékoré est gagné. C'est pourquoi nous vous demanderons, le jour du vote, non seulement de vous mobiliser, mais de sécuriser nos voix. Vous devez donc vous impliquer dans tous les bureaux de vote. En venant à Zérékoré, nous sommes venus avec des artistes de la Guinée forestière. Je voudrais aussi les saluer et les remercier pour leur engagement. Vous avez remarqué, ces artistes viennent de toutes les zones. Et cette équipe marque la volonté de l'UGDD d'arriver à l'union et à l'unité de la forêt. Nous avons connu beaucoup d'incidents malheureux ces dernières années, avec mort d'hommes. Et ces incidents, pour la plupart du temps, étaient basés sur des guerres, sur des affrontements interethniques ou interreligieux. Il faut que Zérékoré, nous apprenions à vivre ensemble, à rester soudés, à rester unis, à garder la forêt forte, mais surtout solidaire et complémentaire. Il faut que nos diversités linguistiques et une certaine valeur ne soient pas un handicap, mais une force, une richesse, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer notre région et notre pays. L'UGDD veut des institutions fortes. Aujourd'hui, nous sommes le candidat de l'UGDD. Demain, ça sera un autre. L'UGDD est le seul parti qui a prôné l'alternance en son sein. C'est cela l'alternance au sein de notre parti et l'alternance que nous voulons pour la Guinée. Nous avons vu pendant ces 5 années beaucoup de malheurs nous frapper. Du côté de Conakry, nous avons vu les morts des plages de Lambaye, des plages de Rogani, où des jeunes, par manque d'espace approprié pour s'épanouir, ont été victimes d'accidents mortels. Nous avons vu également en Guinée forestière et un peu partout des entreprises se fermer. Vallée, Rio Tinto, PHP Benetton, Frébia en Basse-Guinée, Grand Moulin et tant d'autres. Tout cela a engendré du chômage pour nos jeunes. L'UGDD s'engage, lorsque nous serons au pouvoir, à créer le plein emploi pour la jeunesse guinéenne et pour la zone de la forêt. Nous n'irons plus prendre l'expertise extérieure lorsque nous savons que les populations locales sont capables d'assumer un emploi. Les travaux seront donc pour ceux qui sont sur place, s'ils en ont les qualifications. Nous voulons aussi développer la prospérité individuelle et la prospérité collective. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de secteur économique réservé pour un groupe ethnique. Chaque Guinéen peut exercer le métier ou faire le commerce de son choix s'il en a les capacités. Il faut donc que les marchés soient ouverts. Il faut que les produits de la forêt puissent être évalués et cotés à partir de la Guinée forestière. Le café, le cacao, la banane et tant d'autres ont leur prix fixé hors de la Guinée. Et bien nous allons créer à Zérékoré une bourse pour les produits tropicaux et ça sera nous-mêmes qui fixerons le prix de nos produits à partir de la Guinée. Au-delà des incidents malheureux
Nous voulons aussi que Zérékoré reste optimiste. Optimiste parce que Zérékoré est la capitale de la Guinée forestière. Zérékoré a les ressources humaines nécessaires, a les richesses nécessaires. Il faut que maintenant ces richesses-là soient investies sur le territoire forestier pour que les populations de la Guinée forestière puissent bénéficier des richesses de son terroir. Nous allons nous battre pour cela et c'est en cela que nous voulons des régions fortes dans une Guinée unie. Sachez que pendant 5 ans, nous n'avons fait que souffrir. Nous allons changer cette fois-ci si vous acceptez de voter massivement pour nous le 11 octobre. Nous attendons à Zérékoré du 100%. Cela est possible au vu de ce que nous constatons aujourd'hui. Et je compte sur vous, sur votre engagement. Vive la Guinée, vive Zérékoré, vive la Guinée unie et forte. Je vous remercie. Vaillante population de Macenta, je vous remercie pour ce chaleureux accueil que vous m'avez réservé à moi et à ma délégation. Je remercie les femmes, les jeunes, les hommes. Je remercie les Sérés. Je remercie toutes celles et ceux qui ont fait l'effort d'être ici aujourd'hui. Macenta, la résistante. Oui, Macenta a résisté à beaucoup de choses, à beaucoup de fléaux, à beaucoup d'attaques. Mais Macenta est toujours là. La démarche de l'UGDD, c'est la promotion de l'unité nationale. Mais pour nous, cette unité nationale doit commencer d'abord par l'unité et l'union de la forêt. On vous promet la route Yomu jusqu'au Libéria. Yomu qui subit les contre-coups des prix des denrées qu'elle produit. La malgouvernance ou la mauvaise gestion de ces dernières années a baissé le prix de ses produits. Le coagulum est passé d'environ 10 000 francs le kilo à 5 000 francs le kilo. Le café est passé d'environ 9 000 francs le kilo à 5 000 francs le kilo. Ce qui signifie que vous n'êtes pas les maîtres de ce que vous produisez. On vous impose les prix, ce qui fait que vous êtes incapable de vivre correctement du fruit de votre travail. Cela n'est pas normal, cela est injuste. L'UGDD prend l'engagement qu'une fois au pouvoir, c'est vous qui fixerez le prix de vos matières à vendre. Parce que c'est vous qui savez les efforts que vous faites, c'est vous qui savez tout ce que vous investissez pour cela. On ne peut pas vous tricher sur ces points-là. L'UGDD s'engage également à réhabiliter une des grandes figures de Yomu. Il s'agit de Billy Mato. Nous avons pris l'engagement
que dès que nous arriverons au pouvoir, nous transporterons son corps ou ses cendres de la Haute-Guinée vers Yomu. Et nous élèverons pour lui ici une stèle pour que les enfants de Yomu, passant devant ces stèles, se rappellent que Yomu a connu un grand homme qui a été injustement exilé. Nous connaissons aussi le problème de chômage des jeunes de Yomu. Nous mettrons sur pied un système d'éducation et de formation qui fera que les jeunes qui sortent puissent travailler directement à Yomu, notamment dans les structures de transformation des produits locaux que nous allons mettre sur place. Yomu, nous connaissons vos problèmes. Ce sont nos problèmes à nous. Nous prenons l'engagement ici et solennellement. Si le 11 octobre, vous votez massivement pour nous et que nous soyons élus à la présidence de la République, nous mettrons Yomu à la place de choix qu'elle doit avoir dans la République de Guinée. L'UGDD, ce sont vos enfants, ce sont vos frères. Nous ne vous mentirons pas, nous ne vous tromperons pas. Parce que vous, c'est nous et nous, c'est vous. Je vous remercie. Kamama Kasege. Sur Lynx FM 91.00, vous êtes dans l'émission Hey de Lynx. Nous recevons Georges Gandi Faragé Tunkara, président du parti Union guinéenne pour la démocratie et le développement, IGDD. Il était candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. Bonjour, monsieur Tunkara. Bonjour. Merci à vous d'être dans Hey de Lynx. La technique est assurée par Sadou Kamara, Fatmata Binta Baldé et toutes les autres techniciennes. Réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Baldé. À l'animation, Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Envoyez-lui vos questions au 669 911 911 sur facebook.com/Hey-de-Lynx-FM. Aboubakr. Avec le recul, comment expliquez-vous votre défaite à cette présidentielle du 11 octobre? Elle s'explique tout simplement par une erreur qui a été faite dès le départ. Comme vous savez, je le dis et je le répète, nous ne devrions pas aller à cette élection. Et ce que nous avons eu comme résultat ne peut pas être surprenant. Nous avions dit ici, sur toutes les ondes, que le fichier était pipé et que si le fichier n'était pas purgé, nous ne serions pas allés aux élections. Cela n'a pas été fait et pourtant nous sommes allés aux élections. Nous avons dit que si les accords du 20 juillet n'étaient pas accomplis, réalisés, nous ne serions pas partis. Ça n'a pas été réalisé, nous sommes quand même partis. Nous avons parlé des délégations spéciales, si elles n'étaient pas restaurées, on ne serait pas partis. Cela n'a pas été fait, nous sommes quand même partis. Donc, nous n'avons que ce que nous avons cherché. C'est cela la vérité, c'est cela la réalité. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que responsable, je ne cherche pas à accuser qui que ce soit. Je suis responsable de cette manœuvre. J'ai contribué à sa mise en place. J'en assume les responsabilités. Et c'est pour ça que je le dis de façon sereine, que désormais je prendrai mes responsabilités, je ne rentrerai dans aucun suivisme, quoique membre de l'opposition, car l'opposition n'est pas une association. L'UGDD désormais marquera ses différences de façon claire à chaque fois qu'elle pense que ce que l'opposition veut faire ne correspond pas à sa vision à elle. Eh bien, je crois que ce sont les premiers enseignements que nous allons tirer de cet échec. Mais encore une fois, je considère que nous sommes responsables de cet échec. Il faut donc chercher de coupables nulle part si ce n'est nous-mêmes. Alors pourquoi concrètement? Parce qu'on ne va pas à une élection le plus souvent pour la perdre, on va pour la gagner. Pourquoi vous avez suivi les autres tout en sachant qu'il y avait ces fichiers qui est pipé et toutes les autres anomalies? Par ce qu'on pourrait appeler une sorte de solidarité républicaine. L'UGDD, si c'était l'ensemble qui avait décidé de ne pas aller, ne serait pas allé, puisque une bonne partie a décidé de partir. Nous avons voulu montrer notre solidarité à l'opposition. Mais au finish, nous constatons que ce fut une grande erreur. Nous l'acceptons, nous le reconnaissons, nous le regrettons et nous l'assumons aujourd'hui de façon responsable. Avant vous, Papa Koli était à votre place là.
il a dit la même chose. Mais on voudrait savoir, il faut quand même tirer les leçons en mettant en copie les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'ils ont besoin de savoir, à votre avis, qui, c'est vrai que c'est une décision collégiale, mais elle est partie de qui? Oui, vous savez, c'est pas important. Personne ne peut entraîner les autres. Je vous dis, on consomme des partis responsables. Certains pensent que c'est telle personne qui a dit qu'elle voulait partir à l'élection et tout le monde a suivi, mais cette personne ne peut pas entraîner. Nous sommes des partis responsables. Nous avons décidé nous-mêmes d'y aller. C'est pour ça, Monsieur Ba, que je vous dis, il ne faut pas chercher des coupables. Il faut assumer ses responsabilités. Nous sommes des partis responsables. Personne ne peut nous entraîner dans des élections. Mais vous avez dit que vous avez suivi. Tout à fait. Pour ma part, ça a été une erreur. C'est pour ça que je vous dis que ça a été une erreur. Et c'est pas votre nature, c'est que vous connaissez ça, que vous n'êtes pas suiviste. Alors, qu'est-ce qui est arrivé cette fois-ci? Il y a une version latine qui dit errare humanum est. L'erreur est humaine. N'est-ce pas? L'obstination est coupable. Donc, j'ai appris la leçon. Je ne retomberai plus dans une telle erreur. Soyez-en rassurés. Alors, beaucoup de personnes qui ont suivi cette campagne intéressante, on vous a vu un peu partout, ils ont quand même constaté que vous n'avez pas été très critique frontalement, je veux dire, envers le régime. Ce qui a l'air, montrer que vous étiez soit un allié supposé ou réel du candidat Alpha Condé. Vous savez, l'une des mauvaises approches de la démocratie en Guinée, c'est que pour être opposant, il faut être discourtois. C'est que pour être opposant, il faut être insolent. C'est que pour être discourtois, il faut blesser, il faut choquer. Eh bien non, moi je ne crois pas que c'est cela l'opposition. L'opposition doit pouvoir énoncer ses visions de façon claire et surtout de façon constructive et surtout de façon à rechercher toujours le bien et l'unité du pays. Et mon éducation non plus ne me permet pas de manquer de respect aux autres. J'ai un respect farouche pour mon prochain, de par mon éducation d'abord familiale mais aussi religieuse. Et ces valeurs-là, je vous le dis toujours, ce sont des valeurs auxquelles je tiens. Et c'est ce qui m'a amené en politique, justement, c'est la défense de certaines valeurs. Les valeurs théologales, les valeurs cardinales, mais aussi des valeurs traditionnelles positives. Et pour rien au monde, je ne vais déroger à cela. Alors, mon opposition était claire. Je suis un parti de l'opposition. Mais cette opposition ne signifie pas qu'on soit incapable de reconnaître les avancées qui sont faites ici et là. Cela serait pour nous quelque chose qui traduirait une certaine malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes lucides. Notre campagne a consisté non pas à attaquer, mais à dire au peuple de Guinée quel était notre programme, quelle était notre vision, et inviter le peuple de Guinée à adhérer à notre approche et à notre conception de la Guinée. Et si vous avez bien remarqué, nous n'avons jamais cessé de dire qu'aujourd'hui, la réalité guinéenne, c'est qu'il fallait créer nécessairement une troisième voie. Une troisième voie parce que nous sommes dans une situation où ce sont deux blocs qui s'affrontent. Deux blocs qui s'affrontent et aucun des deux blocs ne veut céder pour l'autre. Pour aller vers la stabilité, il faut donc amener les Guinéens à créer cette troisième voie avec l'UGDD pour que les modérés des deux bords puissent se retrouver en notre sein et qu'ensemble nous puissions aller vers une Guinée stable. Parce que notre objectif, nous, à l'UGDD, c'est la stabilité de la Guinée. Notre objectif, c'est l'unité de la Guinée. Notre objectif, c'est le développement harmonieux et harmonisé de la Guinée pour en faire un pays émergent. Alors, peut-être pour compléter, Azoka, d'aucuns disaient, il y a des analystes politiques, je ne vais pas les appeler détracteurs, mais ces gens-là, dans leur lecture, ils disaient que M. Jean Faraguet et Mme Madeleine sont des gens qui sont venus à la rescousse au cas où l'opposition et les autres, je veux dire les opposants traditionnels, ne partaient pas à la présidentielle pour que Alpha puisse valider sa présidentielle avec vous, comme Feu Lansana Conté l'avait fait avec Boyi, et que certains même sont allés jusqu'à dire que c'est Alpha Condé qui avait payé votre caution et la caution de Marie-Madeleine. Bon, vous savez, moi je ne rentre pas dans ces débats qui sont uniquement de la chimère, qui sont purement fantasmagoriques, comme les Guinéens aiment si bien le faire, à faire, comme on appelle ça, des constructions de l'esprit qui ne se fondent sur aucune réalité. Moi, je suis un homme qui se considère juste et droit. Mes engagements, je les assume. Je n'ai pas besoin d'être le suppôt de qui que ce soit. Je ne suis pas une marionnette. Je suis un parti politique responsable et c'est à ce titre que nous sommes présentés à ces élections-là. Je n'ai aucun intérêt à
dire que je suis de l'opposition alors que je suis de la mouvance. J'assume mes responsabilités, je les ai toujours assumées, donc je ne rentrerai pas dans ce débat qui est trop bas pour moi. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 à Mamou. Vous nous suivez sur GPP FM 97.2, à Nzérékoré sur Jali FM Liberté 101.7, à Kankan Milo FM 99.5. Nous recevons dans œil de Lynx Georges Gandi Faragé Tunkara, président du parti IGDD. On va revenir un peu sur les autres causes de l'échec de votre formation politique à cette présidentielle. Nous savons que vous avez été adoubé par les autorités coutumières de la Guinée forestière et des autorités religieuses. Mais on a vu que le vote en forêt n'a pas respecté ce qu'avaient conseillé les sages. Quelle analyse en faites-vous? C'est l'analyse encore de l'ancrage et de la passion et de la sympathie de la Guinée forestière pour notre frère qui est au Burkina. Je crois que son poids, qu'on le veuille ou pas, son nombre a pesé sur le vote, en particulier en Guinée forestière, où, semble-t-il, les gens ont plutôt suivi les personnes pour lesquelles il avait traduit une certaine sympathie, et puisque ces personnes avaient certainement promis qu'elles le feraient venir immédiatement après leur élection. Donc cela a beaucoup contribué. C'est cela le vote passionnel, c'est cela le vote irrationnel, c'est cela le vote émotif. Et bien c'est tout ça que la démocratie guinéenne doit pouvoir désormais dépasser pour aller vers un vote plus responsable, vers un vote plus constructif, vers un vote fondé non pas sur l'individu, mais sur un programme de société qui est proposé aux populations. Mais les gens disaient quand même dans les prévisions, compte tenu de tout ce que vous évoquez là, y compris le cas d'Addis, beaucoup de Guinéens disaient que la Guinée forestière allait émettre un vote sanction contre Alpha Condé, mais les résultats qui montrent qu'il a plutôt ratissé large. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique cela? Bon, comme vous savez, personnellement, je l'ai dit et je le répète, la crédibilité du vote est un peu mise en cause dans notre approche, parce que nous-mêmes qui parlons, nous savons que le reflet des résultats ne correspond pas à ce que nous avons reçu des populations au départ. Donc, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans le décortiquage nécessaire de toutes ces choses-là, parce que comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas pour nous de réveiller les morts. Le combat est fini, la guerre est terminée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de bâtir la paix, c'est d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que je le dis haut et fort. Je reconnais l'erreur capitale que j'ai commise et je veux la réparer. Et pour la réparer, il me faut reconstruire mon parti, le repositionner, le mettre dans une nouvelle orbite et à partir de cet instant-là, rebondir à 100%. Les sages, je pense que les sages avaient demandé qu'on vote pour vous, candidat du GDD. Tout à fait. Et il semble que cela avait frustré un peu les autres candidats originaires de cette région, notamment Papakoli et Faya Milimono. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été un élément déclencheur, le fait qu'il y avait une débandade, il y avait un manque d'entente et un manque disons, de compréhension sur votre cas vous-même? Oui, vous avez tout à fait raison, mais je crois que cette question-là, je préférerais la débattre et la développer en interne. Comme on le dit, nous aurons le temps de laver le linge sale en famille. Alors, qu'en est-il de la question de la candidature unique qui était aussi en vue concernant les leaders de la Guinée forestière? Je veux sortir de la Guinée forestière. Je vous le dis et je le répète, je suis étouffé. Je veux me libérer de ce poids ethnocentrique, de cette approche régionaliste de ce parti qui est l'UGDD. L'UGDD, dans sa première démarche, justement, sera de casser cet ancrage total à 90% forestier pour aller vers une certaine ouverture. À propos de la candidature unique, je veux dire que il ne s'agit pas spécialement d'une candidature unique de la forêt. Pour gagner ces élections, il fallait tout simplement une candidature unique de l'opposition. Eh bien, ce sont tous ces manquements qui constituent aujourd'hui notre échec. Et cela
il ne faut en vouloir à personne qu'à nous-mêmes. Et nous n'avons pas su prendre nos responsabilités pour faire le saut qualitatif, eh bien nous devons les assumer. En tout cas, nous à l'UGDD, nous assumons cela et nous savons que désormais, nous saurons comment définir notre position au sein de l'opposition. Vous êtes à votre première participation à une présidentielle en Guinée. Alors, malgré votre score qui n'est pas enviable, quelle satisfaction morale? Donnez-nous 2 ou 3 éléments qui vous confortent en ayant été dans cette aventure quand même. Ben vous savez, moi mon score pour moi est très important parce que ceux qui ont voté pour moi, je veux d'abord les remercier et je veux leur donner tout mon respect et mes respects parce que ce n'est pas peu de personnes. Dès qu'il y a 10 personnes qui vous soutiennent, je crois que c'est déjà beaucoup. Moi je suis satisfait de mon résultat, tout en sachant qu'il ne reflète pas la réalité du terrain. Donc c'est cela déjà la première consolation. Je sais que l'UGDD vaut plus que cela. Ma satisfaction a été de découvrir la Guinée. Ma satisfaction a été de rencontrer les Guinéens de toutes couches sociales, de toutes conditions, de toutes religions, mais également de toutes les régions. Ma satisfaction a été de voir que le souci de ce peuple, c'est plutôt son bien-être, c'est plutôt son développement. Alors que nous, hommes politiques, nous nous axons sur les querelles personnelles, sur les querelles intestines, au lieu de penser à la construction d'un pays qui aujourd'hui aurait pu être le fer de lance de l'Afrique en général. Eh bien, cela est la grande leçon que j'ai tirée. Désormais, dans notre positionnement, nous allons voir comment avancer. Mais avancer avec un discours encore, déjà il est simple, mais nous allons encore le simplifier pour le rendre plus accessible, plus compréhensible et plus attirant pour les populations. Je crois que c'est cela l'important. Pourquoi vous n'avez pas saisi la Cour constitutionnelle? Est-ce parce que vous n'avez pas suffisamment de preuves ou tout simplement parce que vous ne faites pas confiance en cette institution? Non, ce n'est pas une question de confiance. Vous savez, quand vous reconnaissez que vous avez fait une erreur, à quoi ça sert de batailler alors que c'est vous le responsable? Vous êtes l'artisan même de votre échec. Moi, je ne rentre pas dans des voies de recherche publicitaire en allant de procès ou d'appel en appel. Non, monsieur, je prends mes responsabilités. La page est tournée. L'élection est finie. La Cour constitutionnelle, qui est l'instance suprême en cette matière, qui est une institution républicaine, a posé son arrêt, un arrêt qui est sans appel. Eh bien, en tant que républicain, je me plie à cet arrêt, je tourne la page, et comme le veut la tradition, on félicite le déclaré gagnant et on avance. Vous n'avez pas félicité quand même. Papa Kony l'a félicité, tout le monde l'a entendu. Je pense que... qui sait pas, on sait pas. Peut-être entre eux deux là, peut-être qu'ils il y a eu des félicitations. En tout cas, nous n'avons pas appris par voie de presse. C'est vrai, peut-être pas par voie de... Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de dire les choses. Vous avez passé un coup de fil pour le dire. Non plus. On n'a pas besoin, peut-être que je ne l'ai pas, vous faites bien de le dire, je ne l'ai peut-être pas félicité par voie orale, mais par les actes que je pose, par la reconnaissance que je fais aujourd'hui de cette déclaration de la Cour constitutionnelle. Je crois que cela est suffisamment éloquent que les mots. Vous savez, parfois, le silence parle plus que les mots. Il est plus éloquent que le... Et pensez-vous, alors, comme d'autres, je ne peux pas dire pensez-vous, donc je veux dire, d'autres candidats malheureux estiment qu'avec ce recul, avec cette réélection du président Alpha Condé dès le premier tour, c'est la démocratie guinéenne qui recule dangereusement. Et est-ce que c'est votre point de vue? Vous savez, M. Aboubakr, je vous dis encore, ces élections sont le fruit de ce que nous en avons fait. Nous avons fait une grosse erreur, moi je vous le dis. Cette erreur, je l'assume. Je ne veux plus rentrer dans les détails. Je veux aujourd'hui aller de l'avant. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, en quoi cela pourra-t-il faire avancer le pays? Ça pourrait aider les prochaines élections, monsieur Tounkara. Je crois que les analyses à faire aujourd'hui pour les prochaines élections sont simples. C'est d'abord la qualité de la CENI, nous le savons. Parce que depuis le départ, le GDD a dit que le problème n'est ni le gouvernement ni le président de la République. Le problème, c'est la CENI qui a causé toutes ces difficultés. Nous l'avons dit, nous le savions. Nous sommes quand même allés aux élections. Alors pourquoi chercher à accuser Paul ou Pierre? Je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Cette CENI a besoin d'être revue. Elle doit passer d'une CENI politique à une CENI technique. Et peut-être même, pourquoi pas la supprimer? Parce que vous savez, la CENI est une conception anglo-saxonne.
anglo-saxonne qui n'est pas dans le processus ou dans l'esprit et la mentalité francophone. Elle nous a été imposée. L'esprit de la CENI a été imposé aux pays africains alors qu'elle ne fait pas du tout partie de notre processus ou de notre mental administratif. Parce que chez nous, dans le mode francophone, généralement, c'est le ministère de l'Intérieur ou de l'administration qui organise les élections. Mais on a vu ce ministère à l'œuvre en Guinée. Oui, on a vu ce que ça donnait. L'arithmétique des arithmétiques des laboratoires. Alors c'est pour ça qu'il faut plutôt aujourd'hui aller vers une transformation des mentalités et des esprits. Nous avons vu aussi dans des pays africains, comme au Sénégal, où des ministres, le général Cissé, ministre de l'administration, qui a été ferme, clair, et qui a donné des résultats tels qu'ils étaient. Eh bien, ce sont des hommes comme ça qu'il faut que nous puissions former en Guinée pour que nous puissions aller sur des bases. Mais est-ce qu'on peut avoir des hommes d'ici 2020? La preuve, Monsieur Bakr, que ce sont les hommes qu'il faut. Parce que en créant la CENI, afin d'éviter de telles maldonnes, la CENI a fait les mêmes maldonnes. Alors à quoi ça sert d'avoir une CENI? Donc ce ne sont pas les structures qu'il faut travailler, ce ne sont pas les structures qu'il faut changer, ce sont les hommes qu'il faut éduquer, qu'il faut former au respect de certaines valeurs. C'est pour ça que l'éducation nationale reste pour l'UGDD le point fondamental pour le développement de la Guinée. Il faut changer les mentalités, il faut éduquer les hommes, les éduquer à certaines valeurs, à la vérité, à l'honnêteté, au patriotisme, à l'engagement. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de valeurs théologales. Comment y parvenir Ce n'est pas automatique. Oui. On connaît la mentalité guinéenne. Et d'aucuns disent qu'il y a un type d'homme spécial dans ce pays. C'est vrai. Et là, quand vous parlez de l'administration, c'est vrai que l'autoflagellation et l'autocensure, le fonctionnaire guinéen croit qu'il reste devoir, qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il voit, mais qu'il a plutôt le devoir de dire ce que le chef aime. Comment pouvez-vous sortir cette mentalité des têtes d'un ministre de l'Intérieur ou d'une tête de préfet, de sous-préfet, de président de CRD, comme Azoka le disait, d'ici 2020? Mais tout simplement en nommant d'abord les hommes, non pas par reconnaissance, mais par compétence. Ensuite, en nommant des hommes qui soient capables, qui soient intègres et qui soient capables de dire la vérité. Dès lors où ces structures sont mises en place, dès lors où l'État travaille de façon juste et droite, je crois que tous ces problèmes sont mis à l'écart. Si on nomme à un poste quelqu'un qui sait qu'il ne vous doit rien, qu'il est là par son mérite, par ses capacités, eh bien cette personne, elle vous sera certainement fidèle, mais elle sera juste et droite comme vous. Ça a été le cas du général Cissé du Sénégal, homme intègre, et quand il s'est agi de dire la vérité, il a fait comprendre au président Abdou Diouf, Monsieur le Président, vous avez perdu les élections. Et c'est ça la vérité. Mais ce type d'hommes, nous en avons en Guinée. Ils existent, mais on ne les cherche pas, mais on ne les appelle pas, mais on les met à la touche. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut, je vous dis encore, cette refondation de notre République, cette refondation de notre société. Et c'est pour ça que nous espérons que cette mandature sera fondée non pas sur la récompense, non pas sur l'allégeance, mais plutôt sur la compétence. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous écoutez à Mamou sur GPP FM 97.2, en Zérékoré sur Jali FM Liberté 101.7 et à Kankan sur Milo FM 99.5. Alors, on va dire un mot sur cette communauté internationale entre griffes qui aurait fermé les yeux sur ces manquements lors de cette présidentielle en Guinée. Oui, vous savez, la communauté internationale, elle a son rôle. Son rôle n'est pas de venir mettre le feu. Son rôle est de venir tout faire pour tempérer afin que le feu ne prenne. Donc, moi, je n'envie pas, je ne pose rien sur la communauté internationale. Elle a fait ses constats, elle les a présentés. C'était aux Guinéens de prendre leurs responsabilités. Les défaillances ici et là ont été reconnues. Les faiblesses ici et là ont été reconnues. Mais tous ces échecs-là encore, au risque de me répéter, nous le savions, parce que rien n'était prêt. Nous avons dit à un moment donné qu'il fallait repousser les élections d'une semaine parce que nous savions que la CENI n'était pas prête. On a dit non. Elle a confirmé qu'elle était prête. Vous l'avez constaté sur le terrain. Pourtant, nous sommes allés aux élections. Alors, vraiment. À vous entendre, on se rend compte effectivement que ça vous fait mal de voir la façon dont l'opposition s'est laissée aller à ce processus. Maintenant, si je vous demandais aujourd'hui, si vous aviez l'attitude qu'on vous demande de réformer cette opposition elle-même, parce que apparemment, elle a besoin d'être
réformer, en tenant compte de ce que vous dites, quels sont les 2 ou les 3 points que vous allez mettre vraiment en branle automatiquement, c'est-à-dire que dans l'urgence là? Eh bien, d'abord, il faut qu'une opposition se fonde sur un programme de société. Il faut qu'une opposition soit construite sur une base nationale, c'est-à-dire qu'elle ne reflète nullement une région, une ethnie ou un certain groupe. Et aujourd'hui, tout laisse à croire, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 2 blocs. Ces 2 blocs, il faut le reconnaître, c'est ça constitue le grand problème de notre pays. Quels sont ces 2 blocs? Ces 2 blocs, c'est la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Parce qu'ils sont les plus nombreux. Ce sont les 2 groupes ethniques les plus nombreux. Et ce sont les 2 groupes ethniques qui, en s'appuyant sur leur population, peuvent faire de gros chiffres. Et malheureusement, ce sont ces 2 groupes qui sont pour la plupart du temps opposés. Alors, la réconciliation nationale guinéenne doit passer par un rapprochement indispensable. Vous voulez parler de la réconciliation, peut-être de l'opposition? Non, peut-être des blocs. Mais c'est la question, en fait, peut-être de l'opposition. Parce que c'est un peu biaisé les choses en parlant de la Haute-Guinée et de la Moyenne-Guinée en termes d'opposition. Non. Quand on rentre dans les détails, ce sont les partis politiques qui ont des problèmes. Et là, nous sommes pas les ethnies. On a fait un glissement, attention, on a fait un glissement. On a fait un glissement. Il m'a amené sur le problème régionaliste, mais on a fait un glissement de l'opposition vers le plan national. C'est là où je parle des 2 blocs qui existent sur le terrain. Et ces 2 blocs, malheureusement, continuent à s'affronter. Quand vous voyez la casse au niveau de Madina, vous voyez la casse au niveau de la casse, on sait bien ce qui se passe. Quand vous voyez les mouvements de Zéré Koré, on sait bien quels sont ceux qui se sont affrontés. Donc il ne faut pas fermer les yeux. Je crois que la réconciliation nationale, c'est pour ça que dans notre programme, la réconciliation nationale prenait un point fondamental. Il faut que les Guinéens s'asseyent. Il faut qu'on se dise que la présidence de la République est un droit ouvert à tout Guinéen, d'où qu'il vienne, de quelque région, de quelque ethnie qu'elle soit. Il faut qu'on sache que le pouvoir n'est pas l'apanage d'un bloc, d'une région sur une autre. Il faut qu'on sache que le pouvoir n'est pas une question de tour, n'est pas une question rotative. Il faut qu'on sache que le pouvoir doit être transcendé et élevé à un point national. Mais regardez ce qui se passe au Sénégal, regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe ailleurs. On ne parle pas en termes ethniques. Il faut qu'on sorte de cela aujourd'hui. Même le Rwanda est en train de faire des sauts qualitatifs sur ce point-là. Alors, il faut que les Guinéens sachent qu'on ne peut pas rester dans cette bataille rangée de groupes ethniques pour aller vers la démocratie. Cela est impossible. Mais vous savez, cela ne date pas d'hier. Je pense que ces blocs vont toujours naître en fonction de la réorganisation géopolitique. Vous avez vu sous feu Lansana Conté, c'était pas vraiment la Moyenne-Guinée face à la Haute-Guinée, mais c'était la Basse-Côte face à la Haute-Guinée. Pourquoi? Parce qu'Alpha Condé était à l'époque le leader le plus en vue et sa communauté était effectivement souvent aux prises avec le pouvoir et on disait que c'était le bloc de la Basse-Guinée contre celui de la Haute-Guinée. Peut-être demain, si un Forestier arrivait au pouvoir, c'est sûr que celui qui sera la majorité à l'opposition sera face à... Ça va changer. Et la question que je me pose, comment transcender? Vous avez cité le Sénégal, vous avez cité le Mali. Quand on va au Sénégal, on l'a impressionné par un fait. Moi, de toute façon, tout le monde parle Wolof. Donc, ce rapprochement linguistique crée un lien entre les gens. Au Mali, tout le monde parle Bambara, même s'il y a des minorités, il y a des ethnies. Mais en Guinée, comment peut-on arriver à transcender? Parce que l'histoire est faite ainsi. Il y a ces 4 régions naturelles, il y a ces langues, ces langues, ou les langues parlées dans ces régions, qui est un frein à la réconciliation et à la cohésion nationale. Comment y arriver? Alors, il faut faire de cette différence une richesse. Et cela peut se faire uniquement par l'éducation encore. Vous savez, il y a des éléments qu'on a détruits dans notre pays qui ont un peu déstructuré notre pays. Je l'ai toujours dit que la destruction des campus universitaires a été l'une des plus grandes erreurs. Parce que le campus universitaire est un lieu où se crée la nation. Le campus universitaire est un lieu où les enfants apprennent à vivre ensemble. L'école, c'est la même chose. Sur le campus universitaire, les étudiants ne parlent pas en termes d'ethnie, en termes de région. Ils parlent en termes d'étudiants.
et les meilleures amitiés, les meilleures relations se créent au sein de ces campus-là. À ce niveau, vous ne pouvez pas tromper les gens. À ce niveau, les intérêts sont un et indivisibles. Et lorsque les individus grandissent dans un tel cadre, ils évoluent et le traduisent plus tard sur le plan de la fonction, sur le plan du travail, ainsi de suite. Moi, mes meilleurs amis sont des autres régions parce que nous avons étudié ensemble, ainsi de suite. Donc l'école, c'est pour ça que je vous parle de l'éducation, doit être un lieu de travail, de création, de transformation de l'individu pour en faire non pas un ethno, mais pour en faire un homme social ouvert. Eh bien, c'est l'heure de prendre une pause. Nous reviendrons sur ce sujet dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Georges Gandi Faragé Tunkara, président du parti UGDD. Vous venez de parler de deux blocs, mais il y a certains qui voient un troisième bloc, que c'est le pouvoir. Le plus souvent, lorsqu'il y a lieu de réprimer, il y en a qui disent que la répression n'est pas souvent équitable. Est-ce que ça aussi, ça n'amène pas les gens à avoir un repli identitaire? Est-ce que ce n'est pas un autre problème auquel la Guinée est confrontée aujourd'hui? Cela est possible, mais ce qu'il faut pour notre pays, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la lutte contre l'impunité, mais également c'est l'inclusion de toutes les filles et fils du pays au processus de développement. Et c'est cela notre credo au sein de l'UGDD. Nous voulons qu'aujourd'hui, la reconstruction de la Guinée se fasse sur cette base-là. C'est pour cela que nous avions dit tout au long de notre campagne que nous nous battrons pour le retour des exilés, que nous nous battrons également pour que l'inclusion de tous les fils et filles du pays se fasse à travers les compétences. Et c'est pour ça l'une de nos devises d'ailleurs était « Ton ethnie, c'est ta compétence, c'est ton ethnie ». Que les hommes soient appréciés par leurs valeurs, sur leurs valeurs intrinsèques et non sur des valeurs, j'allais dire, de sens ou plutôt des valeurs épidermiques. Alors, une fois que cela est fait, chacun se sent responsable, chacun se sent soutenu. Lorsque vous êtes victime d'une situation et que justice vous est rendue, vous adhérez à votre État où vous vous sentez solidaire. Lorsque justice n'est pas rendue, vous sentez de la frustration et vous vous sentez exclu et mis à l'écart. Et je crois que c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Il faut que l'on sente dans tous les règlements des mesures qui soient valables pour chaque citoyen guinéen. Il faut que chaque citoyen guinéen soit mis au même pied d'égalité, soit pris au même pied d'égalité, que tous les citoyens soient pris au même pied d'égalité. Et c'est pour ça que notre devise doit être respectée. Il faut que l'on puisse travailler, le travail, qu'on puisse travailler dans des conditions les meilleures, qu'on donne les conditions les meilleures aux uns et aux autres pour exprimer leurs capacités, leurs forces physiques, leurs forces intellectuelles. Il faut qu'il y ait la justice, comme je viens de le dire, et il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut qu'on soit solidaires les uns les autres, qu'on soit solidaires de ce qui se passe en Haute-Guinée, de ce qui se passe en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, et ainsi de suite. Je crois que c'est ça l'important pour la Guinée aujourd'hui. Il faut que les Guinéens apprennent à revivre ensemble. Les pères fondateurs de ce pays ont fait d'énormes sacrifices pour que le pays puisse s'unir et que la Guinée puisse avancer. Et petit à petit, nous sommes en train de détruire tous ces acquis-là. Je crois que c'est cela qui est grave. Et c'est pour ça encore que j'insiste, il faut pour cela passer par l'éducation. C'est l'éducation qui doit le rappeler aux gens. C'est l'éducation qui doit faire comprendre aux enfants, aux jeunes, que la Guinée est une et indivisible. Il faut sortir des slogans et le montrer. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le traduire, il faut qu'on le sente, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le voie. Eh bien, on va tourner cette page, parler de votre rencontre la semaine dernière avec Alpha Condé. De quoi aviez-vous parlé? C'était cette semaine. Eh bien, nous avons été reçus par le chef de l'État et nous avons parlé de la situation politique, économique et sociale de la Guinée au lendemain de ces élections. Le président de la République a voulu nous écouter sur ce que nous pensions de la situation actuelle. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Nous avons insisté sur la réconciliation nationale. Nous avons insisté sur le fait que tous les Guinéens doivent être pris en compte dans toutes les décisions qui doivent être prises. Chacun doit se reconnaître dedans. Nous avons insisté sur le fait que l'éducation et aussi les domaines tels que la santé, mais aussi la cohésion sociale doivent être une priorité pour la Guinée. Eh bien,
les discussions ont tourné autour de cette question. Le chef de l'État a également donné sa vision, son souci pour la paix, pour la quiétude. Qu'est-ce qu'il vous a dit textuellement, si vous le permettez, sur le plan politique? Que lui avez-vous dit? Quels sont, disons, que notre souci, c'était aujourd'hui que la Guinée puisse repartir sur des bases d'union et d'unité, pour que nous arrêtions, parce qu'on n'a pas besoin de se battre pour faire avancer le pays. On n'a pas besoin d'avoir une opposition frustrée pour faire avancer le pays. L'opposition est reconnue par la Constitution. Il faut qu'on lui reconnaisse ses droits et qu'on voit comment on peut la faire participer à la construction de ce pays. Et cela nécessite toute une pédagogie. Quand vous parlez de faire participer l'opposition, ça veut dire que vous avez parlé de gouvernement, d'ouverture, de consensus ou d'union avec Alpha Condé? À aucun moment, il n'a été question de gouvernement avec le professeur Alpha Condé. À aucun moment. Nous avons juste abordé la situation géopolitique de la Guinée. Et par rapport au gouvernement d'union nationale, je le dis et je le répète, très peu de gens en parlent. Personnellement, je suis plus pour un programme commun de gouvernement que pour un gouvernement d'union nationale. Quelle est la différence? Eh bien, le programme commun de gouvernement consiste tout simplement au chef de l'État à appeler les principaux leaders à discuter et à s'entendre sur quelle vision donner à la Guinée aujourd'hui, quelle perspective pour la Guinée aujourd'hui, comment développer la Guinée aujourd'hui, s'entendre sur les contours et sur les objectifs à atteindre, et après cela, le président est libre de prendre qui il veut dans son gouvernement pour réaliser ce programme commun de gouvernement. Je crois que c'est ça, c'est de cela dont la Guinée... Vous voulez parler peut-être d'une retraite? Une retraite, le président se retire avec vous tous. Avec vous peut-être à Dalaba, ou à Bokeh, ou je sais pas où. Ça peut se prendre comme ça, mais comme ça peut se faire aussi sous l'arbre à palabres, comme le veut la tradition. Ça peut se faire sous un grand fromager, où on va discuter tranquillement comment Monsieur Azoka voit la Guinée, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, comment Aboubakar veut, comment moi je veux, qu'on mette ça ensemble et qu'on décide, voici comment on va mettre pour atteindre cet objectif pour 2020, que ça trouve que la Guinée a tel nombre d'hôpitaux, que la Guinée a tel nombre de médecins, que la Guinée a tel ceci, a tel cela, a des gratte-ciel, a des autoroutes, a des, comment on appelle ça, des échangeurs. Des métros, un peu partout. Pourquoi pas? Une fois que ce programme commun est accepté de part et d'autre, alors c'est au président de la République de choisir ces hommes capables de réaliser cet objectif-là. Cela est plus concret et dans une telle optique, chacun se sent concerné par ce qui se passe. Alors qu'un gouvernement d'union nationale consiste à amener des gens de tous bords, à les mettre dans un gouvernement et la vision ou la perspective n'est pas nécessairement partagée avec les autres. Et ça peut apporter encore d'autres conflits tout au long du processus, comme on l'a vu pendant ces 5 ans, où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité, qui parfois a empêché, où les mouvements ont empêché le gouvernement de pouvoir mettre certaines choses en place. Il faut que la Guinée connaisse la paix. Le programme commun de gouvernement a l'avantage d'amener vers une démocratie apaisée, vers une démocratie participative, mais également vers une démocratie inclusive. Est-ce qu'en sortant du palais, est-ce que Alpha vous a donné l'impression d'un homme qui est prêt à changer considérablement la Guinée en impliquant notamment toutes les forces politiques, ou bien s'agit-il d'une stratégie politique dont on sait qu'Alpha est un des plus grands spécialistes en Afrique? Vous savez, moi, le professeur Alpha Condé, je ne le connais pas personnellement pour pouvoir parler de lui. Mais au moment où on se séparait, j'ai eu le sentiment d'avoir eu affaire à un homme qui avait un souci. Et ce souci, c'était de voir que faire pour la Guinée aujourd'hui pour qu'il y ait de la paix, que faire pour la Guinée aujourd'hui pour que la Guinée avance, que faire pour la Guinée aujourd'hui pour que les Guinéens puissent se donner la main et aller de l'avant. Alors, par rapport à la paix, maintenant, allez-y. Allez-y, continuez. Maintenant, comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a traduit ce souci, ça devient pour lui une inquiétude, ça devient pour lui une nécessité. Et moi, en tant qu'homme de paix, lorsque je vois quelqu'un aller vers cette direction, ça m'encourage parce que je me dis, certainement, le pays va connaître des périodes d'accalmie, le pays va connaître des périodes de développement
qui sont profitables pour chacun et pour tous. Ça va permettre au commerce de prospérer, ça va permettre aux enfants d'aller à l'école, ça va permettre à la Guinée d'évoluer, ça va permettre aux gens de vivre dans la... Il s'est dit que vous avez parlé avec lui des détenus politiques, des exilés politiques, etc., etc. Non, nous n'avons pas parlé spécialement de ces personnes, mais nous avons fait transparaître que notre vision également était de voir dans quelle mesure ces exilés, ça faisait partie de notre programme, les exilés politiques peuvent retourner, comment une amnistie peut être accordée aux hommes, comment on appelle ça, aux prisonniers politiques, comment également on pouvait travailler pour que la cohésion nationale soit une réalité. Vous savez, c'est dommage que les Guinéens se tapent dessus. C'est dommage que les Guinéens s'insultent. C'est dommage que les Guinéens soient divisés. Aucun n'a besoin de ça. Cela ne profite à personne. Nous sommes une nation. Nous sommes contraints de vivre ensemble. Et il faut que nous le comprenions et que chacun fasse de son côté les sacrifices nécessaires pour aller vers l'entente, pour aller vers la convivialité, pour aller vers une vie commune, une vie d'ensemble, dans la paix, dans l'unité et dans un processus de développement. Et pour la consolidation de la paix, qu'est-ce qu'il a dit clairement, en termes clairs? De quelle façon a-t-il posé ses soucis? Ses soucis, c'est qu'il est convaincu que le problème de la paix est surtout un problème au niveau des hommes politiques. Donc il faut que les politiques des individus ou des partis politiques puissent être cohérentes, puissent être constructives. Mais je vous dis encore, cela c'est l'approche qu'il donne lui. L'important c'est de savoir comment il va mettre tout ça en application aujourd'hui. Parce que quand on parle de paix, quand un leader parle de paix, on ne peut qu'appuyer cette démarche-là. Parce que sans la paix, on ne va nulle part. Vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que j'ai senti en l'homme ce jour? Eh bien, je vous dirais que j'ai vu un homme qui a traduit un certain souci pour la Guinée, le souci d'unité, le souci de cohésion sociale, le souci de développement, le souci d'éducation. Et je crois que c'est ça. Et si cet homme vous sollicitez aujourd'hui pour être membre d'un futur gouvernement, quel ministère souhaiteriez-vous occuper? Vous savez, Monsieur Azoka, j'aime pas répondre à cette question pour deux raisons. Parce que ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, le gouvernement. Ça serait trop individualiste. Je suis leader d'un parti politique. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ce n'est pas moi l'important. Moi, je suis trop petit par rapport à ces 10 millions, 12 millions de Guinéens qui sont là. C'est l'intérêt de ces 12 millions de Guinéens qui m'importe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous parle d'un programme. Non, on ne peut pas avoir 12 millions de ministres. C'est ça aussi le problème. C'est sûr, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je vous parle d'un programme commun de gouvernement. Parce que le programme commun de gouvernement consisterait tout simplement à dire l'UGDD de Gandhi Tunkara est dans ce programme commun de gouvernement. Mais Gandhi Tunkara n'a pas besoin d'être membre du gouvernement pour aller... Pour que ce programme, c'est l'idée. Exactement. C'est-à-dire que l'échange, votre contribution à la consolidation de ce programme commun de gouvernement. Tout à fait. C'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est fondamental pour moi. Ce n'est pas la participation à un gouvernement. C'est où les Guinéens, en fait, le programme commun, c'est le point de convergence de tous les Guinéens vers une vision commune pour la Guinée. Mais est-ce que je crois que c'est cela l'important. Vous êtes prêt à aller vers Cellou Dalein pour discuter avec lui, dire c'est bien beau d'être dans l'opposition, nous sommes tous frustrés, nous avons perdu, maintenant essayons de mettre en place une plateforme d'un projet de gouvernement, de programme commun de gouvernement pour accompagner Alpha Condé? Moi, je n'ai de leçons à donner à personne. Je vous dis encore, je suis un parti politique. Monsieur Cellou Dalein Diallo est le chef de file de l'opposition. C'est peut-être à lui d'appeler à les opposants à proposer une Je pose la question puisque lui dit qu'il n'est pas intéressé, par exemple. Oui, il n'est pas intéressé, je ne l'ai pas entendu le dire, mais peut-être qu'il n'est pas intéressé par un problème d'assistance dans un gouvernement. C'est tout à fait normal et compréhensible. Mais je pense que lorsqu'on appelle un leader pour dire, voilà, je vous invite pour qu'ensemble on discute de qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix, la quiétude et la bonne gouvernance règnent dans notre pays, je crois que tout patriote
accepterait cette invitation pour donner son sentiment là-dessus. Si maintenant on arrive à s'accorder sur ce programme commun, tant mieux. Si on n'arrive pas, c'est une autre histoire. Mais je crois que une porte ouverte, il faut toujours la franchir pour voir ce qu'il y a derrière. Et ensuite, on prend la décision qu'il faut. Mais encore une fois, oui. C'est un sentiment que je donne. Ce n'est pas une leçon ou une invite que j'adresse à qui que ce soit. Chacun est responsable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis un parti politique responsable. J'assume mes responsabilités et mes erreurs, je ne les mets pas sur les autres ou les faire partager aux autres. Je l'assume tout seul. Est-ce que vous avez eu, je sais que ce genre de rencontre, c'est souvent un protocole, c'est protocolaire, mais avez-vous eu l'occasion de porter vos griefs face à cette élection? Alpha Condé, avez-vous fait part de votre déception face à la manière dont la CENI a géré ce processus? Mais pourquoi? Est-ce à lui que je dois porter mes griefs? Non, parce que c'est l'échange. Le professeur Alpha Condé était un candidat comme moi. C'est pas devant lui que je vais porter mes griefs, à lui que je vais porter mes griefs. Mes griefs, si je dois les porter, c'est au niveau de la CENI, c'est au niveau de telle institution ou telle autre institution. Ce n'est pas au niveau du professeur Alpha Condé. Il était candidat comme moi. Je vous ai dit, monsieur Abouba. Et lui, est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est un peu déçu par rapport à ces élections, ou bien vous n'avez pas du tout parlé de ce processus? Il nous a seulement demandé pourquoi on s'était engagé dans la course, pourquoi, ce qui est tout à fait normal. Nous avons donné nos raisons, nous voulons participer à la vie démocratique de la nation et tout, mais on n'a pas approfondi la question des élections, parce que tout simplement, moi je considère que le professeur Alpha Condé était candidat. Comme moi-même, c'est pas auprès de lui que je vais aller poser mes griefs. Il se dit que c'est Marie-Madeleine Djoubaté qui vous a d'ailleurs convaincu à aller à cette rencontre, parce que quand il y a eu la première rencontre du groupe des 7 à la maison de la presse, il était question que vous décidiez ensemble des méthodes, des stratégies à suivre pour contester cette élection, mais dès qu'il a été annoncé qu'on va faire ceci des manifestations, Marie-Madeleine Djoubaté avait été la première à dire qu'elle va pas envoyer ses enfants ou les enfants des autres dans la rue, puisqu'elle est là, les siens ailleurs. Elle qui vous a convaincu d'aller à Sékou Touré? Peut-être expliquer, peut-être Azoka? Oui. Monsieur Azoka, sincèrement, est-ce que vous pensez que je suis quelqu'un qu'on peut prendre par le bout du nez pour l'amener? Non, nous relayons ici ce qui se dit. Oui, vous savez, les gens, j'aime bien les Guinéens, ils ont beaucoup d'imagination, mais je souhaiterais que ces imaginations-là soient plus constructives. Si l'imagination des Guinéens allait dans le sens de la construction, je crois qu'on aurait été le pays le plus développé et le plus réussi au monde. Malheureusement, c'est plus des esprits destructifs ou plutôt... Il n'y a pas de deal entre Marie-Madeleine, Georges Gandhi Faragé Tounkara et Alpha Condé. Alors je vais vous dire une chose, Madame Marie-Madeleine, je ne la connais même pas. On se connaît juste en tant que candidat, on se serre la main. Il n'y a pas eu d'échanges amicaux entre nous, n'est-ce pas? On ne se connaît pas, on n'a pas échangé plus de 10 phrases ensemble. Donc, je ne sais pas comment elle a pu me convaincre. Non, parce que les gens disent, bon, nous deux là, alors, laissons les autres là. Vous savez, Azoka est informé, il a des sources. Comment avez-vous été invité à cette Alors, sachez que ça n'a pas été une invitation informelle ou clandestine. Elle a été faite de façon officielle. Ce n'est pas une invitation officieuse non plus. Oui. Elle a été faite de façon officielle. Qui vous a contacté? C'est le protocole. Non. C'est le protocole d'État, comme cela se fait dans une réelle république. C'est le protocole d'État qui a pris attache avec mes services pour demander à me parler. J'ai échangé, ils m'ont demandé que le professeur souhaiterait rencontrer le candidat Gandhi Tounkara tel jour, à telle heure, aujourd'hui, et si j'étais disponible. Eh bien, j'ai donné mes heures parce que c'était le jour de la Toussaint. Je devais d'abord aller au cimetière et de là-bas, j'ai dit qu'après le cimetière, j'étais libre, donc c'était bien à partir de 17 heures. On a dit, bon, c'est bien, on vous prend pour 17 heures. Voilà, ça s'est passé aussi simplement, aussi officiellement que cela. Il n'y a pas eu anguille sous roche, ce n'est pas une visite nocturne.
Mais ce n'est pas une visite. C'est en plein jour que vous êtes à 17 heures. Voilà, vous êtes sur Lynx FM. Sous le soleil. Eh bien, vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez à Mamou sur GPPFM 97.2 en Zérékoré sur Zali FM Liberté 101.7 à Kankamilo FM 99.5. Nous recevons dans Œil de Lynx Georges Gandi Faragé Tunkara, président du parti IGDD. Une courte pause. On se retrouve juste après avec nos auditeurs. Sur Lynx FM 91.00, vous êtes dans l'émission Œil de Lynx avec les SMS envoyés par nos auditeurs. Alpha Oumar Chérif Diallo depuis Kaporo demande est-ce que vous allez accepter le qualificatif de Alpha qui dit de vous que vous êtes de n'importe politique. Bon, pensez-vous que la devise guinéenne a sa véritable place dans notre pays? Voilà. Bon, Alpha avait qualifié les opposants de n'importe politique. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu'il dit, puis la devise de la Guinée, est-ce qu'il a sa véritable place dans notre pays? Travail, justice, solidarité. Oui, bon, moi je n'ai pas entendu cette qualification de nain. Bon, de toute façon, moi je réponds pas généralement à ce genre d'invective. Moi j'avance. Par rapport à la devise, je crois que la devise du pays est très 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 significative et il faut que les Guinéens en prennent conscience. Il faut qu'elle soit plutôt appliquée. Le travail est quelque chose de formidable, le travail bien fait, mais l'amour du travail, l'amour de la patrie, le travail créateur de richesse est indispensable pour le développement. La justice, c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui en Guinée, où tout le monde sait que notre justice bat un peu de l'aile et certes elle connaît une dynamique de réforme, de refonte, mais jusqu'à nos jours il y a beaucoup d'insatisfaction, n'est-ce pas? Donc il faut que cette justice soit faite, qu'elle soit bonne et qu'elle soit juste et droite également. L'équité surtout, qu'elle traduise l'équité. La solidarité, c'est une de nos valeurs traditionnelles fondamentales, que les Guinéens puissent partager, qu'on puisse partager nos peines, qu'on puisse partager nos joies, qu'on puisse vivre ensemble. Avec la solidarité, l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme sont morts, sont tués. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on mette cette devise-là au devant de toute chose, au devant de notre action. Qu'on n'en fasse pas seulement des slogans, des mots écrits au fronton de nos édifices, mais qu'on en fasse des réalités. Mais cela, je vous dis encore, se fait à travers l'éducation. L'éducation est fondamentale pour notre pays. Il faut que le jeune Guinéen soit éduqué à des valeurs telles que le travail, à des valeurs telles que la justice, à des valeurs telles que la solidarité. Et c'est ça, les valeurs théologales, cardinales et traditionnelles positives. Donc je crois que notre devise, nous devons être fiers de l'avoir. Il nous suffit de bien la porter et surtout de l'appliquer. L'ancien Touré sur la page Facebook, Monsieur Gandi, au nom de la gouvernance planifiée dont vous parlez et au nom de l'intérêt des Guinéens, si au terme de cette consultation, Alpha Condé avait besoin de vous comme ministre de la République, allez-vous l'accepter, oui ou non? Je vous dis que ce n'est pas ma préoccupation, j'ai déjà répondu. Oui. Ce n'est pas du tout ma préoccupation. Mais en tant que patriote, vous ne pouvez pas refuser un poste ministériel. D'abord, si une telle décision doit être prise, ce n'est pas à mon niveau. C'est au niveau d'abord du parti que cela va être décidé. Mais encore une fois, ce n'est pas ça à l'ordre du jour, qui est à l'ordre du jour chez nous. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, chers amis, c'est comment reconstruire l'union, l'unité, la confiance, la solidarité au sein de la Guinée, des populations guinéennes. Je crois que c'est à cela qu'il faut penser. Parce qu'en parlant de poste ministériel, vous voulez ramener le débat vers moi. Alors que je dis, et je le répète, je suis quelque chose d'infiniment trop petit par rapport à cette masse de Guinéens qui attend aujourd'hui quelque chose d'important pour cette République, pour cette nation-là. Je veux qu'on mette le peuple de Guinée, les populations de Guinée au devant des intérêts. Azoka disait, il y a 12 millions de Guinéens, il ne peut pas tous être ministre. C'est vrai. C'est le cas de, peut-être la question de Touré, c'est vous dire que il faut rappeler que M. Gandi Faragé Tunkara avait été ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'enseignement supérieur du temps de Kouyaté, si j'ai bonne mémoire. Non, du temps de il n'est pas exclu, par exemple, qu'au terme de ce programme de gouvernance coordonnée dont vous parlez, qu'au terme de cela, si cela
agréé Alpha Condé, qu'il puisse dire, bon, alors, chacun d'entre vous doit maintenant s'engager, peut-être auprès de moi, ou vous personnellement, ou vous me donnez un cadre dont le profil correspond à ce que nous voulons faire pour pouvoir avancer ensemble. C'est possible. Mais je pense que pour moi, vous savez, moi, j'évolue d'étape à étape. Je suis comme un sauteur de haies. Lorsque je vois les 10 haies devant moi, je lève la tête, je franchis la première, je lève la tête, je regarde la seconde, je la franchis, ensuite je regarde la troisième. Pour l'instant, je suis à la première haie. Cette première haie, c'est le bonheur, la reconstruction, la cohésion sociale, l'unité nationale et l'union des Guinéens. C'est cela ma préoccupation fondamentale. Lorsque nous aurons dépassé cette étape, je regarderai plus loin. Eh bien, voici un qui nous rappelle un peu à l'ordre, c'est Bilo de Sander Valia. Celui d'Alain devrait être l'invité du jour, selon ce que vous aviez annoncé. Pourquoi n'est-il pas venu, en fait, bien, sauf... pour raison de calendrier. Pour des raisons de calendrier, le président... Et après, on nous a proposé Dr Fodéoussou, qui aussi, à la dernière minute, pour raison de calendrier avéré, n'a pas pu faire le déplacement, et cet ami, on est heureux avec... voilà. Voilà. Bonjour Monsieur Tunkara, celui-ci dit qu'il vous félicite d'avoir participé à une élection dont vous saviez que c'était gagné à l'avance. Pourquoi votre député, selon vous, Monsieur Kourouma, a quitté l'UGDD? Oui, il a quitté parce qu'il ne se sentait plus bien au sein du parti. L'UGDD est un parti libre où on adhère librement et où on part librement. Et c'est à lui qu'il faut poser la question. Pourquoi il est parti? En fait, lui-même, il serait contre votre arrivée de façon un peu par la... Vous lui avez ravi la vedette. Hein? C'est possible. C'est parce que vous êtes un ouvrier de la dernière heure qui a pris la présidence de la partie, du parti, je veux dire. Alors, Cerno, qui nous écoute à Freetown, monsieur le candidat, il vous appelle comme ça, vous êtes parti à la présidentielle, vous ne l'avez pas gagné et vous avez déboursé 800 millions de francs guinéens. Est-ce que Alpha Condé s'est engagé à rembourser ces 800 millions par signe d'amitié? Ça, c'est un des deux. Quelle a été, je veux savoir, votre source? Comment avez-vous, je sais que vous avez des actions en Guinée, mais comment avez-vous réussi à mobiliser 800 millions de francs guinéens en un temps record? C'est le parti qui a travaillé dans ce sens. Contribution volontaire par militant ou... Ici et là. Ça, c'est un problème interne aussi, mais il n'est pas caché. C'est les uns et les autres qui ont apporté leur contribution. Vous avez effectué aussi une tournée en Europe. Est-ce que c'était pour du fundraising ou... Pas spécialement. C'était surtout pour prendre contact avec les bases là-bas. Mais il demande, oui, la question devait poser, il demande si Alpha Condé s'est engagé à faire allégeance, quand même, par reconnaissance. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution que le président élu doit rembourser? Non, pas du tout. Bon, alors je ne comprends pas le sens de la question. Et puis Bouba Bari depuis Koya vous demande si vous êtes optimiste, il faut bien rédiger à une meilleure gouvernance de ce second quinquennat du professeur Alpha Condé. Est-ce que surprise il y en aura dans ce mandat? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi je vis d'espoir. Je vis d'espoir. L'espérance fait partie de mon mode de vie. Et je souhaite vivement que pendant cette mandature, les conditions de vie des Guinéens changent et s'améliorent, et encore et surtout que les Guinéens s'entendent, que les Guinéens se parlent, que les Guinéens s'unissent, que les Guinéens restent solidaires. Aboubakr. Alassane Awaba et Monsieur Tunkara, est-ce que vous allez déposer des griefs à la cour de la CEDEAO comme a promis de le faire Faya Milimono? Quelles sont vos stratégies d'opposants pour les 5 ans à venir en cas de mauvais exercice du pouvoir par le président? Et comptez-vous poursuivre vos combats au sein de l'opposition ou bien allez-vous changer de position? Et merci de votre participation dans la lutte pour la démocratisation de la Guinée, notre beau pays. C'est Alassane Awa qui... Jusqu'à ce jour, l'UGDD est un parti de l'opposition. Nous allons voir les nouvelles tendances et nous allons nous prononcer en fonction de ces tendances-là. Pour l'instant, nous sommes un parti de l'opposition, mais je répète encore, nous sommes d'une opposition libre, nous sommes d'une opposition claire, d'une opposition, je voulais dire constructive.
Nous allons apprécier les nouvelles tendances. Tout ce qui ne nous conviendrait pas, nous le dénoncerons. Tout ce qui nous conviendra, nous le dirons. Et nous allons faire avancer le pays de cette façon-là. Alphonse vous dit que faire recours aux juridictions n'a rien de publicitaire, c'est aussi un acte républicain, parce que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de faire un peu de pub autour de cette affaire. Oui, c'est sa conception à lui, je la lui concède. Diallo, ma question est la suivante. Monsieur Tounkara, selon Transparency International, la France est le pays le plus corrompu d'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle? Troisième question, qu'est-ce que vous aimez chez Cellou Dalein et qu'est-ce que vous détestez chez lui? Je vais commencer par celle-là. Oui. Cellou Dalein est un grand homme politique pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect. Ce que je déteste chez lui, je ne le connais pas suffisamment pour détester quelque chose chez lui. Je n'ai que de l'amitié et de la fraternité pour lui, et je le dis en toute sincérité. Pour ce qui concerne la France, vous savez, moi je me concentre beaucoup plus sur mon pays, la Guinée. Sur mon pays, la Guinée, la corruption en France, la corruption ici et là, vraiment c'est trop loin de moi. Je préfère gérer les problèmes de corruption en Guinée, qu'ils disparaissent, qu'on combatte la corruption, qu'on aille vers une meilleure gouvernance. C'est ça ma préoccupation à moi. Alphonse Ousmane, depuis la cimenterie, vous demande pourquoi en Guinée, dès qu'un opposant se retrouve à Sékou-Touré, il change sa position. Il faut que les gens sachent que je n'ai pas du tout changé de position. Je suis un homme très stable, très conséquent, mais je suis aussi un homme très réaliste et très concret. J'apprécie les choses sans passion, et c'est après la réflexion que je prends des décisions. Vous savez, je le répète encore, les gens pensent qu'être opposant, c'est d'être insolent. Les gens pensent qu'être opposant, c'est être brutal. Les gens pensent qu'être opposant, c'est refuser le dialogue. Les gens pensent qu'être opposant, c'est manquer de respect ou de parler fort. Eh bien non. Je crois que ma conception de la démocratie est tout à fait autre, est tout à fait différente. Pour moi, l'opposition est une position à travers laquelle on dit de façon simple et claire, mais certainement de façon respectueuse, les points avec lesquels on n'est pas, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et mais aussi, on peut dire les points sur lesquels nous nous accordons. Je crois que dans la vie, il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle pour pouvoir distinguer ces deux choses-là. Lorsque c'est bien, le dire. Lorsque c'est mal, le dire, mais le dire avec clarté, avec sincérité. Et bien c'est cela ma démarche. Mais très souvent, les gens pensent que comme nous parlons de façon très calme, très claire, et que nous sommes corrompus, que nous sommes faibles, non monsieur. Notre éducation ne nous permet pas de faire du bruit. Comme le disait l'autre, Odi profanum vulgus. Je hais le vulgaire profane. Nous sommes pour une approche respectueuse de l'homme, une approche respectueuse des débats, et nous voulons que la confrontation se fasse en gentleman. Il ne s'agit pas pour nous de se tirer dessus, il s'agit pour nous de discuter, d'échanger. Nous ne sommes pas dans une démarche de combat d'épée, mais plutôt dans une démarche de débat d'idées. Maferin Bangoura sur la page Facebook, j'avoue que je ne suis pas militante, mais je suis parmi vos nombreux sympathisants. Je note cependant que lors de votre campagne, plutôt que de parler de projets de société, vous vous êtes évertué à montrer que vous êtes un Guinéen transversal qui, ça dit que des origines, votre épouse est de la moyenne Guinée, vous êtes allé beaucoup plus en profondeur dans votre vie familiale. Qui vouliez-vous toucher? Quelle sensibilité vouliez-vous toucher avec ces messages qui étaient récurrents dans votre discours de campagne? Au fur et à mesure que nous avancions dans la campagne, nous nous sommes aperçus du poids de la percée et de la persévérance de l'ethnostratégie. Eh bien, nous avons voulu faire comprendre aux Guinéens que nous ne nous battions pas sur ce domaine-là, parce que tout simplement, nous appartenons à la Guinée
et à la Guinée tout entière, de par les éléments que j'avais donnés, à savoir ma naissance, mon épouse, mes parents, mon père, ma mère, qui regroupaient les 4 régions naturelles de la Guinée. Cela était fondamental à faire comprendre pour que les Guinéens sachent qu'il ne s'agit pas de voter pour les uns et pour les autres en fonction de l'appartenance ethnique, mais en fonction de ce qu'ils peuvent apporter au pays. Donc, ma frère, j'espère que tu vas rester une sympathisante de l'UGDD et que très bientôt, tu vas prendre ta carte de parti parce que l'UGDD va rebondir, l'UGDD va réapparaître, l'UGDD va briller de 1000 éclats dans les années à venir. Bonjour, Monsieur Tunkara. Vous aussi, vous êtes centriste, comme Doré, Papakoli. Cette position ne vous permettra pas d'avancer. Loi Mathieu. Il a dit qu'il est opposant, il l'a dit. Si vous parlez de centre, vous savez, la constitution guinéenne ne reconnaît pas le centre. Malheureusement, il n'y a que 2 blocs, 2 positions dans notre constitution, c'est l'opposition et la mouvance présidentielle. Moi, je suis un parti d'opposition, mais je vous dis encore, j'appartiens à l'opposition plurielle. Alors, lui, il n'a pas signé. Il dit pourquoi en Guinée, ce qui doit être la solution à nos problèmes deviennent les problèmes à nos solutions. Pourquoi nos leaders cherchent leur intérêt avant celle de la Guinée? Je voudrais avoir votre lecture de cette situation, M. Tunkara. Eh bien, comme vous constatez, tout au long de ce débat, on a Aboubakr et Azoka ont cherché à me faire dire que j'allais aller au gouvernement, que j'allais participer à un gouvernement. Alors, j'ai refusé de le faire, justement pour vous montrer que je ne cherchais pas une place, pour montrer que mon souci, c'est d'abord celui de la Guinée et des Guinéens. Et je le signe encore des 2 mains et je le confirme. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Georges Gandhi Faragé Tunkara, président du parti IGDD. Bonjour, vous êtes un grand analyste du climat socio-politique guinéen. Vous venez de dire que ce pays est pris en otage par les 2 groupes ethniques, à savoir les Malinké et le Peul. Vraiment, je suis d'accord parfaitement avec vous. Mais d'où est la source de ce problème? Aliou Balaya depuis Somphonia. Bon, la source peut-être remonte à très loin, mais nous n'allons pas remonter le temps pour cela. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la solution. Et la solution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passe par l'éducation. La solution passe par la tempérance. La solution passe par une volonté commune à vouloir aller de l'avant, à vouloir bâtir une Guinée ensemble. Et bien, c'est ce travail-là que nous devons entreprendre aujourd'hui. Il faut que chaque Guinéen, de quelque groupe ethnique qu'il soit, se sente à l'aise dans la République, se sente bien traité, se sente équitablement traité, se sente justement traité. Je crois que c'est ce grand travail qu'on doit faire aujourd'hui pour que chaque Guinéen, d'où qu'il vienne, puisse se reconnaître dans les institutions de la République, puisse se reconnaître dans les décisions de la République, puisse se reconnaître dans les actes de la République. C'est cela le combat de l'UGDD aujourd'hui. Yomba Kamano sur la page Facebook, Monsieur Tunkara, lors de votre entrevue avec Alpha Condé, est-ce qu'il a été question de Moussa Dadis Camara? Parce que, rassurez-vous, la paix, la quiétude et l'unité de la Guinée passera aussi par l'acceptation de l'arrivée sans condition de Moussa Dadis Camara dans son pays. Non, il ne s'est à aucun moment agi de monsieur Moussa Dadis Camara. Mais sachez que dans le programme de l'UGDD, si vous avez suivi notre campagne, le retour de tous les exilés faisait partie d'une de nos priorités. Nous savons que l'homme n'est bien que chez soi, n'est bien que chez lui, et nous souhaitons que les exilés trouvent leur place en Guinée, puissent être jugés en Guinée, et qu'on puisse leur permettre d'évoluer chez eux. Alseni Conté depuis Koleya dit je me suis toujours dit qu'il nous faut une charte de parti pour mettre fin à l'ethnocentrisme dans ce processus électoral. Ai-je tort? Oui, peut-être une charte de parti, mais je crois que ce n'est pas la charte qui va changer les mentalités. C'est par l'éducation, par la transformation, par la pédagogie qu'on peut amener le Guinéen à agir, non pas en tant que forestier, en tant que soussou, mais d'agir tout simplement en tant que Guinéen. Et cette fibre nationale s'éduque, s'apprend, s'inculque, se développe.
s'entretient et se prouve. C'est Boubacar Ba, monsieur Tounkara Ibn Chambas, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, a exhorté Alpha Condé à mettre en place un gouvernement de consensus. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, ça c'est une vision onusienne qui me dépasse. Je sais que la Guinée est un État souverain, je sais que la Guinée est un État indépendant. Je ne sais pas s'il faut attendre des injonctions ou des instructions de l'extérieur pour mettre certaines choses en pratique. Moi, je suis toujours frustré lorsque l'extérieur intervient dans la vie nationale de la Guinée. Mais pourquoi en fait, c'est surtout l'opposition, la mouvance qui s'appuie souvent, qui demande toujours un arbitrage de la communauté internationale. C'est depuis 2010. Ce n'est pas la communauté internationale qui s'invite dans nos affaires intérieures, mais c'est les Guinéens qui apparemment ne peuvent pas décider sans la communauté internationale. Comment s'affranchir alors, à votre avis? Comment s'affranchir de ce joug de la communauté internationale? Il faut s'affranchir de cela tout simplement en apprenant à travailler ensemble, en apprenant à nous faire confiance. Vous savez, lorsque déjà, lors des élections passées, il a fallu amener un étranger pour présider aux destinées de la CENI, cela m'avait vraiment écœuré. Je crois que c'était le général Traoré ou c'était Sangaré. Sangaré, voilà. N'est-ce pas? Cela était vraiment écœurant. C'est la preuve de l'incapacité des Guinéens à pouvoir s'entendre, à pouvoir s'unir, à pouvoir se faire confiance. Et c'est pour cela que je vous dis, M. Aboubak, M. Azoka, que la démarche en Guinée doit passer par l'éducation, par une prise de conscience des Guinéens qu'ils doivent se faire confiance, qu'ils doivent s'entendre, qu'ils doivent se donner la main, qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et cet héritage-là, nous devons le préserver à tous les prix. Boubabari 2, depuis Koya, qui revient, il dit, est-ce que vous êtes pour une gouvernance sans opposition comme le veut Alpha Condé, qui est dans une logique de réduire à néant toute idée de contestation? Le président Alpha Condé veut d'une pensée à sens unique en vous phagocytant, vous les opposants. Oui, mais ça c'est ce que notre auditeur affirme. Je ne sais pas si cela correspond à la pensée du président Alpha Condé, mais ce que je sais, c'est que l'opposition ne peut mourir aujourd'hui en Guinée. L'opposition existe, elle est bien existante. C'est à l'opposition de montrer sa pérennité et d'assurer sa pérennité en prenant des actes, en prenant des dispositions qui peuvent la consolider, qui peuvent la valider, qui peuvent la responsabiliser et surtout la crédibiliser. Et je crois que penser que l'opposition puisse être tuée, anéantie, n'est pas possible aujourd'hui en Guinée. Et je ne crois pas, je dis bien je ne crois pas que ce soit dans les visées de qui que ce soit, parce que cela est impossible. Françoise Kamano sur la page Facebook, monsieur Tounkara, au sortir de cette présidentielle, vous devez certainement vous rendre en Guinée partout et précisément en Guinée forestière pour transmettre un message à vos électeurs. Alors, quelle sera la quintessence du message que vous allez transmettre à ces individus qui vous attendent certainement? Oui, je serai partout, sur toute la Guinée pour remercier et encore remercier et inviter les uns et les autres à nous remettre au travail pour que en 2020, nous soyons élus président de la République. Tout notre travail consistera à rebâtir le parti sur des valeurs sûres, sur des valeurs solides et surtout à mieux intégrer l'idée nationale plutôt que régionale. Sur quel front vous allez vous battre, par exemple, pour la refondation dont vous parlez, pour que les élections de 2020 soient des élections crédibles, qui soient des élections transparentes? Le parti IGDD va proposer quoi, par exemple? Non, c'est notre cuisine interne dont je veux parler maintenant. Nous allons nous battre sur la recomposition réelle du parti sur des bases nationales. Parce que l'une des erreurs que j'ai eu à constater sur le terrain, c'était un ancrage vraiment trop poussé sur la Guinée forestière. Il y avait des zones de la Basse-Côte où les secrétaires fédéraux étaient des ressortissants de la Guinée forestière.
Alors que, normalement, ça aurait dû être les natifs de cette localité qui devaient être les premiers responsables de ces localités-là. Donc, il y a vraiment un travail de profondeur à faire. Nous en avons pris conscience et nous allons le faire, ce travail. Et puis, un mot peut-être sur cette troisième force politique que vous souhaiteriez mettre en place afin que le paysage politique soit mieux garni. Cette troisième force va consister, et nous avons déjà commencé, à rassembler un maximum de partis autour de cet idéal, qui va consister à dire, voici un parti qui va essayer de se développer, non pas sur des bases ethniques, mais sur des bases nationales. On va essayer d'élargir le parti, d'amener le maximum, de le rendre vraiment hétérogène, de le rendre pluridisciplinaire, mais également de le rendre vraiment transversal, pour qu'à aucun moment on ne puisse déceler une appartenance à une région au sein du parti. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez à Mamou sur GPP FM 97.2, à Nzere Corée sur Zali FM Liberté 101.7, à Kankan sur Milo FM 99.5. Nous avons comme invité Georges Gandi Faragué Tounkara, président du parti IGDD. Il était candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. Monsieur Tounkara, il nous reste plus qu'à vous demander la conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que l'UGDD remercie toutes celles et ceux qui ont voté pour son candidat à l'élection présidentielle. Nous remercions aussi le peuple de Guinée dans son ensemble pour son engagement. Nous demandons aujourd'hui à ce que chacun se mette au travail pour préserver la paix et la quiétude. Et nous souhaitons vraiment à la Guinée, à tous les Guinéens, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité et surtout que la quiétude, l'union et la cohésion nationale règnent dans notre pays. Eh bien, l'IGDD remercie tous ceux qui ont voté pour son candidat Gandi, Georges Faragué Tounkara. Il demande à ce que chacun se mette désormais au travail pour que la Guinée aille de l'avant. À propos donc de Georges Gandi Faragué Tounkara que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx.